Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi. Et on commence donc avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique où nous allons mettre un premier pied dans cette campagne présidentielle avec David Charlet, le président de l'Anacofi. Bonjour David Charlet. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors on est à quelques mois de la fin du mandat présidentiel d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Le titre est remis en jeu, si je puis dire. On rentre dans la campagne présidentielle. Qu'est-ce qui a changé patrimonialement ces dernières années, David Charlet ? Le grand changement pendant cette période-là, ça a été d'abord la fiscalité, où on a eu une révision de la fiscalité du patrimoine. Et le grand texte majeur, c'est Pacte. Voilà. Donc avec Pacte, on a retouché toute une partie de la mécanique de l'épargne en France. Bon, le produit le plus connu, c'est le PER, mais il y a aussi eu une retouche de l'assurance vie, il y a aussi eu une liaison plus claire entre épargne et entreprise. Voilà, c'est un texte très important, donc on passerait un bon moment à en faire le tour. Donc ça a été l'ossature principale avec la réforme fiscale. Et puis bien sûr, il y a eu tout ce qui relevait des plans de relance, puisqu'ils sont arrivés. Enfin, ceux-là sont liés à un traitement de crise, mais là encore, quand même, malgré tout, on a un certain nombre de choses. Et puis au niveau des professionnels que nous sommes, la grande réforme, c'est la réforme du courtage. Bien sûr, oui. Qui est celle de cette fin de quinquennat. Ce qui n'est pas européen, c'est ça. Voilà. Après, on peut trouver plein d'autres textes, mais là, on a quand même l'ossature la principale, la base de ce qui a permis de faire le reste et qui est proprement national. Voilà. Alors la loi Pacte, effectivement, on le rappelle juste, il y a eu une grande loi de finances, donc cette loi Pacte qui est passée. Ensuite, il y a eu des petits ajustements sur les années suivantes, mais effectivement, il y a eu ce grand changement finalement au sein du mandat présidentiel. Est-ce que ça veut dire que tout est fait, qu'il n'y a plus rien à faire aujourd'hui sur ces sujets ? Non, d'autant que le Covid est venu heurter ce qui était prévu, c'est-à-dire qu'on avait tous compris qu'on avait Pacte. Énorme loi qui corrigeait plein de choses, qui mettait en place des nouvelles choses, mais que c'était une première marche et qu'il y aurait une deuxième marche. Alors, est-ce que ça s'appellerait Pacte 2 ? Est-ce que ce serait une réforme complémentaire de l'épargne, voire certains disaient de tout ce qui était droit des successions et droit de la famille? C'est à voir. En tout cas, la partie épargne devait continuer à être réformée. D'accord. Ce qui n'a donc pas été le cas. Le Covid est arrivé par là-dessus. Évidemment, il y a une liaison entre Pacte avec son épargne retraite et puis la réforme des retraites. Encore que Pacte allait traiter les produits retraite qu'il y ait ou non réforme des retraites. Donc on sait bien qu'il reste forcément un chantier. Et on entend d'ailleurs que quel que soit le parti qui arrivera au pouvoir, il semblerait qu'il y aura quelque chose qui ne s'appellera peut-être pas un pacte 2, mais qui serait dans l'esprit. C'est-à-dire qu'on continuera à réformer les sujets épargne. Alors, dès qu'on entend des députés, qu'ils soient de droite, de gauche, du centre, on n'entend pas forcément les mêmes choses. Mais enfin, c'est cette idée-là. Il y a encore un cran à passer et à avancer sur ces thématiques-là. Et alors, c'est quoi les grands enjeux ? Parce qu'effectivement, là, vous évoquez le PER ou l'assurance vie. Un des grands changements de la loi Pacte, c'est de permettre justement une réorientation de l'épargne encore plus vers le financement des entreprises et donc de faire un pont encore plus grand entre l'épargne sur l'épargne des Français et le financement des entreprises. Ça, il y a déjà un certain nombre de choses qui ont été faites. Quels sont les grands enjeux pour un pacte 2 ou un autre nom, enfin, ou une loi sous un autre nom ? Alors, sans citer de courant ou de parti, on entend des choses aussi diverses qu'on continue la réforme de l'assurance vie. D'accord. On travaille les produits type livret. Toute cette foultitude de produits très français, il n'y en a pas autant dans la plupart des pays. On dit, on va aller les modifier, les améliorer. On reprend les travaux sur le PEA. Mais alors, justement, cette réforme de l'assurance vie ou revoir ces livrets ou les travaux sur le PEA, ça veut dire quoi ? Ça veut dire les rendre encore plus accessibles ? Comment est-ce qu'on les ferait évoluer ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a envie de les faire évoluer ? Alors, là, je me contentais de vous donner les thématiques qu'on entend et qui viennent d'un parti ou d'un autre. Après, ce que l'on a toujours dans l'esprit, c'est essayer de rendre plus attractif le PEA, qui malgré les diverses réformes, sature un peu, et puis avec quelques-uns qui reviennent sur l'idée du PER.
PEA jeunes qui aurait un côté pédagogique qui franchement a pas pris, hein, mais on pourrait en discuter. Vous avez même quelques idées qui sont posées autour de logiques de coquilles, alors pas forcément nouvelles, enfin on n'imagine pas qu'on nous créerait une nouvelle coquille, mais pourquoi pas. Et l'idée sur l'assurance vie, alors pour le coup, on a des idées qui sont très opposées. Dans certains cas, c'est maintenir, ça amènerait à maintenir l'assurance vie à son niveau, mais à modifier encore ce qui est à l'intérieur, et donc où va l'argent à l'intérieur. Et dans d'autres cas, on croit quand même comprendre que certains autres courants auraient envie d'affaiblir l'assurance vie, de façon à ce que les capitaux qui sont dessus se transfèrent ailleurs. Mais dans le même temps, il faut aussi trouver un moyen de recycler ces centaines de milliards de stockage qu'ont fait les gens pendant la période Covid. Or, on sait que naturellement, dès que ça reprend, ça repart vers l'assurance vie. Donc, si on ne se mêle pas de savoir lequel des partis a raison, on voit que sur l'assurance vie, ça va d'une réorganisation interne jusqu'à un affaiblissement pour que ça parte ailleurs. Et donc, il y a aussi le deuxième enjeu de parvenir à flécher cet argent qui sortirait pour l'amener ailleurs. Ce ailleurs, honnêtement, aujourd'hui, on voit la cible, mais on ne voit pas très bien par quel chemin ça passerait. Ouais. Voilà. Et c'est là que je dis... les travaux... La cible, c'est toujours les entreprises, pour le coup. Oui, non, clairement, la cible, c'est toujours les entreprises. La cible, c'est de dire, et on l'entend dans tous les débats, il faut renforcer les fonds propres des entreprises, d'autant plus que, je ne sais pas si vous avez noté, mais avec la crise Covid, les PME ont plus 15% de dette en 2 ans. Bien sûr, oui. Donc, il faut qu'on arrête par l'endettement. Donc, il faut qu'on arrive par les fonds propres. Et donc, oui, bien sûr, l'idée, c'est d'amener des fonds propres dans les entreprises. C'est l'objectif majeur. Il y en aura peut-être d'autres, mais il y a celui-ci qui est clairement établi et que tout le monde revendique, et là, quels que soient les partis, en tout cas, pour ce que j'ai entendu. Et donc, oui, mais déjà, à la base, avant même qu'on ait la crise Covid, l'idée de ce pacte 2, c'était déjà un peu ça. Oui, alors le sujet, effectivement, c'est peut-être plus le chemin que pourrait prendre l'argent pour aller vers les entreprises, où là, il y a encore des discussions en cours, et effectivement, les stratégies ne sont pas forcément les mêmes. Exactement, voire elles peuvent sembler opposées pour en arriver à un résultat qui serait le même. Alors, vous avez mentionné également la réforme du courtage, donc ça, effectivement, on y arrive, c'est demain, les associations se préparent depuis un bout de temps, c'est un des grands enjeux à venir pour le secteur de la gestion de patrimoine aujourd'hui ? Oui, avec plus globalement les réformes des différents métiers, il y a plusieurs petites réformes qui sont en cours ou qui sont annoncées, de la formation pour les professionnels de l'immobilier, à une éventuelle réforme du statut des courtiers IOB, courtier en crédit pour le faire simple, bien sûr, mais pas les que. BSP, oui. Voilà, mais ils traitent aussi d'autres aspects bancaires. Et puis la grande réforme majeure, c'est cette réforme dite du courtage. Forcément, puisqu'on va faire rentrer tous les courtiers de France et leurs mandataires à l'intérieur d'organisations d'accompagnement. Donc, ça c'est fait, la loi elle est faite, les décrets, les arrêtés, enfin tout ça est passé, le Conseil d'État a donné son aval, allons-y. Donc maintenant on dépose, toutes les associations candidates déposent leur dossier, ce qui est notre cas, on est en train. Bien sûr. On a fini le dossier, on le dépose et on démarre avril de l'année prochaine, donc 2022, et on va passer toute l'année à gérer ça. Parce qu'il ne faut pas imaginer qu'au 1er avril 2022, tout fonctionnera comme on l'espère. Ce sera prêt, on pourra enregistrer, on pourra commencer le boulot, mais on va quand même devoir améliorer systématiquement les choses au fur et à mesure des réponses que donnera le régulateur, qui est la CPR en l'occurrence, et puis qu'arriveront les membres, puisque le gros du volume va avoir 12 mois après cette date pour venir rejoindre nos associations. Jusqu'au 1er avril 2023. Ouais, jusqu'à la fin de la réadhésion pour elle au registre national qui est l'ORIAS, qui officiellement est vers mars. Donc on peut envisager qu'à fin 2023, tous les courtiers de France soient membres d'une association d'accompagnement pour le coup. On peut envisager, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Et du coup, puisque si on doit parler consommateurs, qu'est-ce que ça changera ? Ça changera qu'au fur et à mesure, ces entreprises vont se retrouver accompagnées pour, en interne, se mettre en place mieux, tel que la loi le prévoyait, sûr, ouais. mais aussi un peu plus, parce que cette nouvelle loi va un peu plus loin, on va devoir leur donner des informations marché et autres. Donc on devrait pouvoir aider à améliorer ce qui sera délivré aux consommateurs au fil du temps, au fil de l'entrée de ces entreprises à l'intérieur de nos organisations, qui vont devenir des grandes machines à accompagner et à informer les entreprises, ce qui, in fine, arrivera jusqu'au consommateur épargnant. Pour finir, David Charlet, on a parlé de grandes réformes donc, qui sont portées au niveau de l'État. Ensuite, quand il s'agit de les mettre en œuvre, ces réformes, ça passe par les conseils en investissement notamment. Ça passe par les CGP, ça passe par les courtiers ou autres. L'Anacofi représente un certain nombre d'entre eux. Quelles sont les grandes propositions, les grands sujets que vous voudriez voir traités, vous, dans cette campagne présidentielle ?
Ben, je le disais tout à l'heure, on a 15% de dette en plus sur les entreprises, donc il va y avoir un enjeu. Alors la première étape, c'est le traitement des PGE. Donc il Ça, nous il faut les semble que, rembourser maintenant. ben voilà, il faut les rembourser. Je pense que tout ce qui pourra être fait pour renforcer les entreprises et leur permettre de payer déjà et pour commencer le PGE, au moment où on commence à nous dire que peut-être qu'il faudra en remettre pour certaines entreprises. Donc, bon, on verra bien. Mais donc là, il y a un vrai enjeu majeur. Le deuxième, bien sûr, c'est la réforme du courtage. C'est la révolution ESG aussi. Donc, cette révolution ESG, il faut poser des propositions pour essayer de faire en sorte qu'elle soit gérable. Parmi les propositions, nous, ce qu'on demande, il faut absolument qu'on cesse d'avoir des choses qui ne sont pas stables. C'est-à-dire que le grand problème de l'ESG aujourd'hui, c'est que tout le monde parle de l'ESG, mais on n'a pas les normes. Et pire que tout, on entend dans certains univers, quand on nous sort des normes, que oui, on verra si elles sont encore valides dans 3 ans. Ça, c'est pas possible. Quand des entreprises doivent s'engager et quand on doit conseiller à un client d'investir dans quelque chose à long terme, et c'est ce que nous allons devoir faire, il n'est pas possible d'entendre ou même d'imaginer qu'on nous donne une norme tardivement et qu'en plus cette norme, elle soit valide 3 ans. C'est impossible. Vous ne faites pas de l'immobilier à 3 ans et vous investissez pas des gens sur des titres risqués à 3 ans. Donc ça, il faut arrêter de déconner là-dessus parce que ça vire à la franche déconne. Et si on veut louper la révolution ESG, on fait ça. Donc là-dessus, il faut absolument rétablir de la stabilité. Il y a un grand enjeu également qui sera l'éducation financière. Donc nous, on fait quelques propositions puisqu'il se trouve qu'en plus, on siège dans le comité de pilotage de cette politique. Là, j'aimerais bien qu'on soit un peu plus ambitieux. Ce qui a été fait est très bien. Mais je pense qu'on peut passer la surmultiplier avec pas énormément de moyens, un peu de volonté, en utilisant un peu plus les médias qu'on ne le fait, puisque dans cette politique d'éducation financière, le socle, ce sont les organisations professionnelles, c'est un peu le monde de l'enseignement supérieur, c'est les ministères, c'est des institutionnels comme ça et des associations de consommateurs. Je pense qu'on peut passer la démultiplier. Déjà, les gens ne savent pas que cette politique est lancée. C'est pas normal, ça fait 7 ans qu'elle est lancée. Elle a obtenu un certain nombre de succès. Donc là aussi, on dit poussons et utilisons nos membres. Évidemment, puisque j'ai dit qu'on avait quelques réformes en cours de nos statuts, on a quelques idées sur ces sujets-là. Merci beaucoup, David Charlet. Je rappelle que vous êtes président de l'Anacofi. Vous reviendrez commenter avec nous les évolutions au fur des discussions, au fur et à mesure des annonces qu'on pourra avoir, en tout cas dans cette campagne présidentielle. Merci. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.